Le deuxième front, c'est 1968. Mais sur le terrain, à cette période-là, la bataille principale du mouvement syndical, c'est une position de revendication, notamment pour partager la richesse qui se produit et qui est rognée par l'inflation. Donc, c'est des batailles très dures, d'ailleurs, au plan salarial, au plan des conditions de travail. Cette période, donc, qu'on appelle les 30 glorieuses, 5% par année de croissance moyenne du PIB, je dirais, c'est des vaches grasses, mais si on veut en avoir une partie, il faut se battre pour... Alors, donc, ça a été des batailles beaucoup sur le front du travail. Par contre, c'est sûr qu'au plan politique, le deuxième front avait produit le FRAPP, hein, il faut rappeler ça. Donc, au plan politique, il y a quand même des traductions concrètes de militants qui s'impliquent au plan municipal, dans les commissions scolaires, qui s'impliquent aussi dans les partis politiques, le Parti québécois qui naît dans cette période-là. Mais je dirais que les 30 glorieuses se terminant, l'inflation tombant à zéro, la question de l'emploi se posant avec vigueur au début des années 80, là, la pertinence du deuxième front s'avère éclatante, parce que là, c'est le mouvement syndical qui doit s'occuper lui-même, disons, du développement économique, là. Avant, le développement économique, je dirais, instinctivement, on laissait ça au patron, puis on laissait ça au gouvernement. Mais là, dans la crise de 81-82, on se rend bien compte que leur méthode, ça va pas pour tout. C'est là qu'on a dit, un instant, là, on va s'organiser pour nous-mêmes être un acteur du développement local et régional. Mais on n'a pas fait ça tout seul. Alors, parce que ça aussi, ça vient, disons, de notre orientation de mars 85. On s'est dit, il faut développer des coalitions larges. Je dirais, dans le travail très, très concret à la CSN, ça a été le développement de l'économie sociale et solidaire, particulièrement à partir de la crise de 81-82. Tous les outils collectifs qu'on a développés, c'est devenu des puissants leviers de développement de l'économie sociale et solidaire. Je suis président de la Caisse d'économie solidaire, Desjardins, qui est en fait l'institution la plus importante, l'institution bancaire la plus importante du développement de l'économie sociale et solidaire. Il y a chez nous plus de la moitié de toutes les entreprises d'économie sociale et solidaire. Il y a un chiffre d'affaires d'1,5 milliard, un actif de 850 millions. C'est un instrument de développement important qu'on gère comme une entreprise d'économie sociale, c'est-à-dire c'est une coopérative. On vient d'avoir notre assemblée, il y avait là 450 personnes, ça dure une journée, il y a là des débats, des orientations. Chez nous, il y a 15 dirigeants au Conseil central, pas au Conseil central, mais à la Caisse d'économie solidaire. Le lapsus est bon, parce que on a le même statut, on est là bénévolement. Alors, les gens, ils viennent pas, disons, assumer des responsabilités à la Caisse pour tirer des jetons de présence, là. Il y en a pas de jetons de présence. Donc, les gens viennent là parce que ils croient à cette mission-là et ils contribuent bénévolement pour son développement. Mais je suis aussi président d'une entreprise d'insertion de jeunes, Insertec. On permet à 56 jeunes par année de réintégrer le marché du travail ou bien de retourner aux études. Mais il y a aussi une activité internationale. Je suis vice-président du Forum international des dirigeants de l'économie sociale, les rencontres du Mont-Blanc. Et pour moi, ça fait... et là-dessus, je peux préciser que ce forum international, on vient de mettre en place et avoir un accord avec l'ONU pour que se mette en place un groupe pilote en économie sociale et solidaire, de telle sorte que c'est un groupe qui peut donner le point de vue de l'économie sociale et solidaire sur les grands textes qui sont élaborés à l'ONU ou dans les grands organismes internationaux. L'ajustement après la crise de 81-82 qui nous a conduit à l'élargissement du mouvement social, au développement de nouvelles politiques publiques. Ça, bon, si on regarde l'histoire longue, c'est un virage réussi. Tu sais, c'est un virage
qui fait que la CSN, mais l'ensemble du mouvement syndical au Québec, est particulièrement en santé. Quand on regarde et qu'on le compare à d'autres mouvements syndicaux, le mouvement syndical québécois est novateur, est créatif, est encore le vaisseau amiral de la société civile. Et je pense que c'est parce que c'est un mouvement syndical qui est collé sur les intérêts de son monde et les intérêts de la société. Il porte un vrai projet social-démocrate. Et je pense que c'est une des grandes contributions du mouvement syndical québécois. Notre histoire collective n'est pas linéaire, hein? C'est-à-dire c'est pas un truc prédéterminé puis qui se déroule. Alors, c'est un peu en zigzag, puis y compris les progrès qu'on a faits, c'est des progrès un peu en zigzag. Mais quand on regarde sur la moyenne et la longue portée, je pense qu'on a progressé. Oui, à l'heure actuelle, on connaît un creux de vague, ok? Mais à mon avis, leur avenir est beaucoup plus court que leur propre passé. Pour la raison suivante. C'est que il se développe de plus en plus de contradictions dans notre société. Et je donne un petit exemple très, très précis. M. Harper a été un apôtre zélé du néoconservatisme. On dit néolibéralisme, mais disons, il a quand même frappé un mur. Alors, je ne dis pas qu'on a les promesses de la vie éternelle avec l'alternative qui a pris place, mais on peut être convaincu que si on travaille correctement, on peut se débarrasser de zélés. Couillard, c'est un néoconservateur. Et à mon avis, les vaisseaux vont brûler assez rapidement parce que les contradictions internes de la société québécoise vont s'exprimer avec plus de vigueur. Dès que le PLQ a repris, dès que le Parti libéral a repris le pouvoir en 2003, d'abord avec Charest, ensuite avec Couillard, ce qu'il y a dans l'opération, c'est le dynamitage du modèle québécois. D'abord, en éliminant la société civile de tous les lieux de construction des politiques publiques. Alors, on a fait disparaître les régies de santé, les CLSC, les conseils régionaux de développement, les CEDEC, etc. Donc, out la société civile. Ensuite, on a inventé une crise. On dit qu'on a une crise. C'est un mensonge. La crise n'existe pas. On a coupé pour 4 milliards de dollars, alors que la crise, c'est l'équivalent de 1,6 % dans le budget total du Québec. C'est une crise? C'est pas une crise. C'est l'invention d'une crise pour procéder à des coupures de l'ordre de 4 milliards. Alors, on dit qu'on fait tout ça pour soigner les finances publiques, que la dette serait himalayenne. Je rappelle que la dette du Québec, elle est moindre que 65% des pays de l'OCDE, qu'elle est sous contrôle parfait et en diminution depuis 35 ans. Il n'y a pas de crise. Et le déficit de 1,6%, c'est 6 fois moins que le déficit de l'Ontario. Si nous, on est en crise avec 1,6%, l'Ontario, il doit être complètement submergé. Donc, ces gens-là mentent. Il n'y a pas de crise. Mais ils ont un projet de société. Quel est le projet de société? La privatisation. Alors, Charest a privatisé l'éolien, a privatisé le gazier, le pétrolier. Alors, le projet de société, c'est de préparer le terrain pour retourner au secteur privé bon nombre de responsabilités qu'on fait assumer par l'État. Et ma prétention, c'est que le bulldozage que Barrette fait dans le secteur de la santé, c'est pour préparer la privatisation du système.
le relèvement massif himalayen des salaires des médecins, c'est pour que lorsque ça va être privatisé, ça va être le salaire normal des médecins de l'Amérique du Nord. Donc, ils ont aboli 26 programmes, ils ont dynamité 11 structures de concertation, ils ont éteint 7 antennes internationales. Bref, le Québec moderne qu'on a construit, ils sont en train de le liquider. En fait, plus précisément, ils sont en train de le canadianiser. Autrement dit, il faut qu'on soit une province, puis là, ils insistent beaucoup sur le mot province, comme les autres, et rien ne doit dépasser. C'est tellement vrai qu'y compris dans la défense de la culture, la défense de la langue, ils sont plus du tout là. T'sais. On est revenu à la période qui a précédé la Révolution tranquille, qui a précédé notamment le régime l'évêque au chapitre de la langue. Bientôt, je pense qu'on va faire l'économie d'une fête en faisant en sorte qu'il y ait une fête nationale qui va être la fête du Canada et la fête du Québec en même temps. On fait de l'humour, mais disons, au plan idéologique, ces gens-là sont sur cette voie-là. L'apport du mouvement syndical, c'est de faire en sorte que la richesse qu'on produit comme société se divise en 3. Le tiers s'en va en termes de salaire et de bénéfices pour ceux qui la produisent. Le tiers s'en va à l'État pour les politiques publiques et l'autre tiers va en rémunération du capital. Je dirais, ça va. Aujourd'hui, c'est plus le tiers. Les salaires et les bénéfices marginaux, depuis une quinzaine d'années, sont parfaitement stagnants et même décroissent. Au niveau de la rémunération, de la contribution à la caisse commune, c'est-à-dire en termes de taxes et impôts, les entreprises en donnent de moins en moins. Par rapport au sommet de 96, les entreprises contribuent 50% moins d'impôts de ressources dans la caisse commune. Alors, ce qu'on connaît, c'est la rémunération du capital. C'est ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie. Soi-disant, c'est pour permettre aux entreprises de réinvestir. À mon œil, les investissements des capitalistes dans leurs propres entreprises déclinent. Alors, l'argent qu'ils ont, c'est de la liquidité. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? C'est les paradis fiscaux. C'est la spéculation. Donc, ça n'a rien à voir avec le développement économique. C'est ce débat-là qu'il faut faire. Il est commencé, mais il faut qu'il y ait beaucoup plus de cohésion dans l'ensemble de la société civile pour dénoncer ce projet de société qui est un vol organisé, systématique. On parle du 1%, c'est la réalité. Depuis la crise de 2008, le 1% s'est accaparé de 95% de la richesse. Alors que c'est la collectivité qui les a dépannés en 2008. On a renfloué les banques, on a renfloué General Motors, on a renfloué l'ensemble des secteurs qui étaient... Alors, eux qui ont bavassé contre l'État pendant 40 ans, quand ils ont eu le genou à terre, ils sont venus têter les mamelles de l'État pour être sauvés. Généreux on l'est, on les a finalement sauvés, effectivement, parce qu'il y a quand même un intérêt à ce qu'il y ait une reprise économique, mais qu'ils ne viennent pas nous faire la leçon pour dire qu'ils payent trop d'impôts, là. Ils n'en payent plus. Et moi, je suis scandalisé que, notamment par rapport aux paradis fiscaux, il n'y a pas de volonté politique de régler ça une fois pour toutes. Si les entreprises, même au taux minimal d'imposition qu'elles ont, c'est les entreprises qui ont caché l'argent, payaient les impôts, on financerait l'ensemble des politiques publiques sans dette, sans déficit. Alors, disons, il y a des gens qui rient de nous autres, là.
Donc, il y a un débat public à faire, à poursuivre. Et moi, si j'étais président de la CSN, je pense que 50% de mon temps passerait à ça. C'est non seulement scandaleux, mais on est en train de tuer du monde par un régime qui permet à des gens de ne pas payer leur juste part dans la caisse commune. Ça, c'est inadmissible. Et au Québec, on est en train de réviser, on est en train de chambarder toute la maison qu'on a construite en faisant en sorte que les gens, que les entreprises notamment, ne payent pas leur juste contribution. Ça, c'est inadmissible, et je pense que c'est la responsabilité du mouvement syndical de reprendre le bâton du pèlerin et de refaire la cohésion autour de cette revendication. Dans le contexte actuel, le travail à faire, il y a d'abord un travail systématique de dénonciation. Il faut démasquer ces gens-là qui nous mentent. Il faut mettre la réalité sur la table. Exemple, la crise dont ils nous parlent, il faut faire l'affirmation qu'il n'y a pas de crise, et ça se chiffre. Donc, il y a une responsabilité du mouvement syndical de mettre les faits sur la table. Deuxième chose, il faut reconstruire la cohérence syndicale, c'est-à-dire le travail qu'on a fait dans les années 80-90 pour développer les grandes orientations communes, c'est un travail à refaire. Autrement dit, dans le contexte actuel, quelles sont nos priorités? Troisième élément, il faut développer les alliances. C'est en route, mais il faut accélérer, il faut que le mouvement soit un mouvement de l'ensemble de la société civile. Quatrième élément, et ça c'est souvent chatouilleux, il faut politiser le débat. C'est-à-dire être très clair que leur projet, c'est un projet de société. Leur projet, c'est même un projet de classe. À l'époque, on parlait de lutte de classe, on n'en parle plus, mais eux sont en train de nous faire une lutte de classe. Et ça, je pense qu'on n'a plus à être gêné des termes. La richesse qu'on produit dans la société, elle est divertie. Il y en a qui se l'accaparent de plus en plus. Et ça, c'est à dénoncer et il faut politiser le débat dans ce sens-là. Un autre mensonge qu'il faut écraser, on dit que le Québec est moins riche que le Canada, moins riche que les Américains. Ben, c'est un mensonge. La majorité des Québécois sont plus riches que la majorité des Américains et que la majorité des Canadiens et moins endettés que les Américains et que les Canadiens. Parce que nous, on répartit la richesse. Aux États-Unis puis au Canada, le 1% ou le 5% ou le 10% ramasse le pot. Ils ramassent la richesse. Oui, techniquement, il y a une richesse moindre globalement dans le PIB, mais dans sa répartition, concrètement, la majorité des Québécois sont plus riches et moins endettés que la majorité des Américains et que la majorité des Canadiens. Non, il faut arrêter de dire n'importe quoi, là. Et nos gens travaillent moins. Ben, le fait de ne pas travailler, et puis de s'adonner à la culture, de s'adonner à des responsabilités politiques, de s'adonner au militantisme syndical, c'est une richesse. Alors, le seul indicateur de richesse, c'est pas l'épaisseur du portefeuille, puis c'est pas ton compte en banque. Il y a une richesse économique, mais il y a une richesse culturelle, il y a une richesse sociale, il y a une richesse, disons, du vivre et de profiter du bon temps. Ça, c'est de la richesse aussi. On veut souvent nous réduire
en termes marchands à des consommateurs, et puis à des gens qui ont des comptes en banque. Je dirais c'est une partie infime de ce qu'on est réellement. Et je trouve que les Québécois, là-dessus, ils ont plutôt une bonne façon de vivre. Eux autres, ils estiment qu'on n'est pas obligé de mourir sur sa job, là. On peut profiter un peu du bon temps. Et s'ils trouvent que des semaines de 35, 38 et 40 heures, c'est suffisant, moi je dis bravo, parce que ça laisse du temps pour les loisirs, ça laisse du temps pour la famille, ça laisse du temps pour méditer, ça laisse du temps pour réfléchir, ça laisse du temps pour faire de la poésie, ça laisse du temps pour contempler. Je trouve que ça vaut la peine. Je quitte la présidence de la CSN en 1999. Alors, j'estime qu'après 16 ans à la présidence, j'ai fait à la fois le tour du jardin et ce que j'avais à donner. Et qu'à l'âge que j'avais, j'étais au milieu de la cinquantaine, que si je voulais poursuivre, disons, mes objectifs, je pouvais le faire d'une autre manière, peut-être avec moins de visibilité, mais peut-être avec autant d'efficacité sur le terrain. Mon intention, c'est de contribuer tant que je pourrai. Parce que je pense que il y a des enjeux très, très sérieux aujourd'hui qu'il nous faut, sur lesquels il nous faut se pencher pour ne pas être, je dirais, pris au dépourvu. Je pense à toute la question environnementale. Je pense notamment à la question de l'énergie. Et je souhaite vivement qu'on ne commette pas l'erreur d'investir dans le passé avec le pétrole, mais qu'on anticipe sur l'avenir avec l'énergie propre. Laisser passer un tuyau de cette nature sur le territoire québécois, à mon avis, c'est une calamité. On se prépare des lendemains qui seront inépuisables en termes de coûts. Et ça, s'il y a un mouvement auquel je vais participer, ça va être un mouvement de désobéissance civile par rapport à une décision politique qui pourrait être prise pour qu'on passe un oléoduc sur le territoire québécois. Ça n'a strictement aucun intérêt. Y compris au plan de l'emploi, il n'y a pas de job au bout de ça. Alors se mettre en péril pour les siècles à venir, pour aucun retour, et surtout pour continuer à alimenter un problème majeur planétaire, qui est celui des émissions de CO2, il faut... non. Moi, je vais militer férocement pour que ces choses-là n'arrêtent pas. Et je vais le faire à partir des lieux que j'occupe. C'est certain. J'ai été chanceux, avant même que je quitte l'UQAM et l'École de travail social, parce que je suis un travailleur social, m'ont invité à joindre leur équipe comme professeur invité. J'ai accepté l'invitation, même si j'ai donné des coups de main à gauche et à droite pour dénouer des situations, ce que j'ai fait pendant un certain nombre d'années. Donc j'ai quitté, je dirais, avec la conviction du devoir accompli, d'une maison qui était en ordre et surtout d'une relève qui était assurée. Oui, c'est une tâche exigeante. C'est une tâche qui peut épuiser son homme, mais il faut reconnaître qu'il y a aussi de la gratification. C'est-à-dire, le seul fait d'être en contact avec des ouvriers, des travailleurs, être en contact avec des organisations qui prennent les intérêts des gens plus modestes dans la société, c'est stimulant. Et moi, c'est ce contact au quotidien avec des syndicats, avec des organisations
qui a toujours été ma source d'énergie.